On y arrive. Lentement mais sûrement. On y est presque. Wow. Ah. Wow. C'est noir. Bob Brier ne s'attendait pas à trouver cette pièce obscure. Il n'a même pas pris de torche suffisamment forte pour éclairer les lieux. Je pense que c'est intéressant. Ce n'est pas le rampe interne, mais c'est très intéressant. Pourquoi l'espace grand? Je ne sais. Les photos. Pour Jean-Pierre. Cette pièce n'a pas été creusée dans la pierre, mais date visiblement de la construction de la pyramide. Elle n'est décrite dans aucun livre d'égyptologie. Personne ne s'est encore intéressé à cette curiosité architecturale. Cette pièce inattendue serait-elle un indice supplémentaire de l'existence d'une rampe interne? Voyons voir si je peux sentir de l'air sortir de là. Non, ici il n'y a pas de courant d'air. Je ne sais pas jusqu'où cela va. Ce n'est pas exactement une rampe interne, mais c'est une pièce importante. Je pense que Jean-Pierre sera intéressé. Je ne sais pas du tout à quoi cela pouvait servir. Peut-être est-ce un accident de construction, peut-être pas. Il saura mieux que moi. De retour à l'hôtel, Jean-Pierre examine les photos de Bob. Ensuite, il vérifie sur les plans de la pyramide si cette cavité derrière l'encoche est décrite ou dessinée, même s'il sait très bien qu'elle n'y est pas. Il regrette de n'avoir pu observer cette pièce par lui-même. Jean-Pierre a le sentiment étrange d'être à la fois si proche et si loin de la résolution du mystère. Pourtant, il possède un certain nombre d'indices pour confirmer sa théorie. Les blocs de parement ont bien été posés en premier. Cela exclut une rampe enveloppante car elle n'aurait pas pu être accrochée sur cette paroi lisse. Le temple de Nyuserere est une preuve que les anciens Égyptiens savaient construire une rampe interne. Les traces fantômes sur la pyramide, avec leur inclinaison à 7%, sont troublantes. Ensuite, les résultats scientifiques de la microgravimétrie sont une preuve indéniable de l'existence de vide en forme de spirale, comme sa rampe à l'intérieur de la pyramide. Et enfin, la présence de cette cavité découverte par Bob derrière l'encoche. Reste une dernière énigme au cœur même de la pyramide, celle de la construction de la chambre du roi, une chambre tout en granit. La théorie de la rampe interne fonctionne très bien pour acheminer les blocs de calcaire de 2 tonnes en moyenne. Mais comment les ouvriers de l'Antiquité ont-ils fait pour monter des blocs de granit bien plus lourds? Pour l'architecte comme pour l'égyptologue, c'est la partie de l'enquête la plus spectaculaire et la plus complexe à appréhender. Là où j'ai vraiment un doute sur sa théorie, c'est sur son explication de la Grande Galerie. Comment, selon lui, elle aurait servi à hisser les blocs de granit jusqu'en haut. C'est la meilleure explication que quiconque ait faite jusqu'ici sur la Grande Galerie, mais je ne suis pas encore convaincu. La rampe externe, imaginée par Jean-Pierre, ne suffit pas à elle seule à expliquer comment les blocs de granit ont été acheminés au cœur de la pyramide. Sur une rampe à 7%, la force de 600 hommes est nécessaire pour tirer un bloc de 60 tonnes. Or, coordonner autant d'hommes est une gageure. Et si la clé du mystère, c'était la Grande Galerie elle-même? L'architecte est persuadé que cette galerie était la clé de voûte d'un gigantesque système de contrepoids, qui a permis de n'employer qu'une centaine d'hommes pour monter ces énormes blocs de granit.
reste à le prouver. La Grande Galerie est vraiment une structure impressionnante. Mesurant 8 mètres de haut sur 48 de long avec une pente à 50%, elle a intrigué tous ceux qui l'ont empruntée. Cette configuration n'a aucun sens d'un point de vue rituel. Aurait-elle donc été construite pour des raisons pratiques? Si la vision de Jean-Pierre s'avère juste, c'est une véritable révolution pour l'égyptologie. L'enjeu est important. Jean-Pierre, tu es l'homme de la théorie. Tu as plein de choses à expliquer. Premièrement, comment expliques-tu ces banquettes? Sur ces banquettes, il y avait des rouleaux. Des rondins de bois? Oui, des rondins. Et sur ces rondins, il y avait un chariot pour le système de contrepoids. D'accord. Donc le chariot monte et descend sur les rondins qui sont entre les deux banquettes. Autre question. Il y a 28 mortaises comme celle-ci. Elles sont sûrement importantes, c'est la première chose qu'on voit. Dans ces trous, tu avais des poutres en bois. Elles servaient à quoi? À maintenir et à garder les rondins alignés. Donc ces rouleaux sont comme des rondins qui avancent sur les banquettes avec le chariot dessus. Et ces poutres en bois-là empêchaient les rondins de s'échapper. J'ai compris. Les rondins qui roulent et le chariot qui glisse, mais est-ce qu'il y a la moindre preuve que cette salle a été utilisée? Je pense qu'en regardant la banquette de plus près, sur la partie verticale, on voit une marque et des griffures laissées par le chariot en roulant. Ce qui ressemble à une trace de pneu de voiture, oui, c'est assez clair. Cette trace brune, c'est de la graisse, tu penses? Tout le long de la banquette, la marque est la même. Donc ce chariot qui montait et descendait, il le lubrifiait avec de la graisse. Et ça se rayait à force de monter et descendre. De temps en temps, le chariot... Vibrait? Oui, il suffisait d'une petite pierre et ça rayait la banquette. Pas mal du tout, ça a bien l'air d'avoir été utilisé. C'est totalement parallèle à la banquette. Ah oui, c'est pas mal. Et il y a autre chose au troisième encorbellement. Regarde ces saignées. Oui, tout le long. Tout le long de la galerie et des deux côtés. Elle servait à quoi? Je pense qu'elle contenait des glissières en bois sur lesquels s'appuyait le chariot contrepoids. Pour les Égyptiens de l'époque, le bois était un matériau rare et précieux. Selon Jean-Pierre, ils auraient donc récupéré ces glissières en bois à la fin de la construction de la pyramide, d'où ces traces de burin. Tu sais, je suis venu ici 50 fois et je n'avais jamais remarqué ça. C'est dingue. C'est une autre preuve qu'un chariot contrepoids montait et descendait dans la galerie. Et ça, ce serait les stabilisateurs. Mais il y a trop de détails. Tu comprends? Oui, plein de détails. En haut de la grande galerie, il existe un indice supplémentaire. Cette marche remaçonnée était à l'origine taillée en V, peut-être pour faciliter le glissement des cordes. Jean-Pierre pourrait bien avoir raison, mais a-t-il convaincu l'égyptologue? Cela semble si incroyable qu'ils aient construit cette fabuleuse grande galerie uniquement pour faire monter ces blocs de granit. Mais c'est possible. L'enquête de terrain est pour le moment terminée. Mais Jean-Pierre souhaite maintenant aller plus loin. Il cherche à modéliser en 3D sa théorie, lui donner une représentation virtuelle fiable. De retour à Paris, il est contacté par un ingénieur. Cet homme l'informe d'un programme de mécénat appelé Passion pour l'innovation.
Ah oui, on est bien immergé. En revanche, il va falloir régler le capteur de position latérale. Je pense qu'il ça, tu sais, je pense qu'il est mal branché. Ouais. Vas-y doucement, pas trop vite. C'est bon là? Ah, bonjour Jean-Pierre, comment ça va? Mehdi, tiens, je te présente Jean-Pierre Audin, tu sais, l'architecte dont je t'ai parlé, qui a une nouvelle théorie sur Khéops. Ah oui, fabuleux, Richard m'en a parlé. Mehdi Tayoubi, ravi de vous rencontrer. Jean-Pierre Audin. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Ah bah en fait, c'est un simulateur de réalité virtuelle qui permet de marcher dans la réalité virtuelle. C'était l'été 2005. Et moi, j'avoue qu'à cette époque-là, je ne savais pas que la construction de la pyramide de Khéops était encore un mystère. Et puis, il m'a embarqué avec lui dans cette histoire. Et ce qui m'a plu, en fait, chez Jean-Pierre, c'est avant tout sa passion et le fait que ce soit quand même un outsider qui s'est permis de s'attaquer à un des plus vieux mystères de l'humanité et qui n'a pas eu peur de ça. Richard, tu penses pas que ça pourrait simuler tout ça? Ah bah là, oui, mes images 3D, Oui, bon, on fait passer à la vitesse supérieure. Déjà, on peut modéliser ça en 3D sans problème. Pas de raison qu'on le fasse pour un avion, une voiture et qu'on puisse pas le faire pour une pyramide. Hein. L'entreprise Dassault Systèmes développe des logiciels de 3D scientifiques qui rendent possible les grands chantiers du futur. Ces nouveaux outils permettent de simuler entièrement un projet industriel avant de le concrétiser dans le monde réel. Du design à l'ingénierie jusqu'au projet d'architecture hors du commun. Ces logiciels sont comme des chambres de tests virtuels, évaluant par anticipation la cohérence et la faisabilité de ce que les concepteurs imaginent. Salut l'équipe. Ça va, Jean-Pierre? C'est ainsi qu'après plusieurs années de travail solitaire, Jean-Pierre se retrouve soudain entouré d'une équipe d'ingénieurs enthousiastes. Donc la première phase, en fait, modélise l'ensemble de la rampe externe et une partie de la pyramide. Ces ingénieurs entrent dans leurs ordinateurs toutes ces caractéristiques géométriques et physiques. Et ils mettent à l'épreuve les idées de Jean-Pierre Audin. Et en le simulant, on démontre que tout fonctionne correctement. 20 machines comme ça, c'est tout à fait imaginable. Alors Richard, vous t'en es? Alors Jean-Pierre. Ils vont même parvenir à expliquer pourquoi les poutres en granit de la chambre du roi se sont fissurées. Un mystère qui, en matière d'égyptologie, a fait l'objet de nombreuses spéculations jusqu'à cette analyse scientifique. Étape après étape, ils ajoutent toutes les charges pesant sur ces poutres, les chevrons en calcaire, puis les 83 mètres de maçonnerie situés au-dessus. Mais aucune fissure n'apparaît. Finalement, ils intègrent un dernier paramètre, un affaissement de 3 cm du mur sud de la chambre du roi. Avec la pyramide terminée, regarde, on affaisse du côté du sud, les chevrons s'ouvrent et regarde ici. On retrouve les fissures qui... Sur les 3 premiers plafonds, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge. Le rouge, ça veut dire on est au point de rupture de granit. Les ingénieurs examinent aussi le système de contrepoids. On a le contrepoids qui descend, la poutre qui monte, et la petite flèche jaune là-bas, c'est... Ça représente la force. La force à exercer par les hommes. Donc la force, c'est le nombre d'hommes. Voilà. On a découvert en fait aucune impossibilité dans la théorie de Jean-Pierre. Alors bien sûr, on ne dit pas que ça s'est passé comme ça parce qu'on n'était pas là pour le voir, mais on dit que ça aurait très bien pu se passer comme ça. Vis-à-vis de la mécanique, tout colle, c'est vraisemblable, ça tient la route. Jean-Pierre Audin serait-il parvenu au bout de son défi? En tout cas, sa théorie est la première et la seule à être validée par la 3D scientifique. Désormais, il est possible de reconstruire étape après étape Khéops à l'identique. Personne n'était jamais allé aussi loin. Et même les images de l'encoche, les fameuses photos rapportées par Bob vont peut-être livrer leurs secrets. Jean-Pierre, ce que je te propose, c'est que toi, tu nous lances les images de Bob sur place et Jacques, en parallèle, on va lancer la simulation, voir si le réel et le virtuel concordent.
Vas-y, lance. Voilà. Alors, Bob va voir en rentrant ce qu'on voit là exactement. Donc là, tu as refait toutes les pierres. On a refait à partir des images, à partir de la vidéo, plan par plan, on a reconstitué tous les blocs. Bob a eu une autorisation spéciale pour monter dans cette encoche. Ouais. Je lui ai dit de prendre des mesures, de regarder les trous. Et il s'attendait pas à trouver cette pièce. Il rentre dans un trou, il rentre dans une pièce de 3 mètres par 3 mètres. Et tu veux dire que jusqu'à présent, personne ne décrit cette pièce, qu'on n'a aucun relevé. Elle est absolument pas connue. Et pourtant, on a même, après ça, on a même fait des recherches, on n'a rien trouvé. Et pourtant, cette encoche, on la voit depuis le pied de la pyramide. On l'a même photographiée à maintes reprises. Oui, mais on voit qu'en fait, on voit que ça. On voit que ça, parce que ces pierres-là ont été enlevées. Et ben maintenant, tu vois, on coupe la pyramide en tranches, comme du jambon. Ah, ça change. Et puis on descend. Assise par assise. En fait. Assise par assise, même voilà, stop. Là, tu on a vois, les rampes. Elles sont juste là. Les rampes sont là. On va continuer. C'est le haut de l'encorbellement. Pour eux, la rampe interne se trouverait donc derrière les murs de cette pièce. Tu vois, Mehdi, derrière cette pierre. Vas-y, Jacques, enlève cette pierre. Enlève cette pierre. Qu'est-ce qu'il y a? La rampe intérieure. Et t'avais pas de caméra endoscopique pour C'était pas prévu. Cette caméra là? Mais c'est le genre de truc où on est malheureux. Elle est à portée de la main. Quoi. Elle est à portée de la main. Elle est là. Mais tu sais, il y a des fuites. Ouais, déjà avec les moyens non destructifs. Avec une caméra thermique, on verra des fuites entre les joints. Bien sûr, il y aura des Et l'air qui va sortir de ça, il sera plus frais que l'air dans la pièce. Tu es en train de me dire qu'il te suffirait d'avoir l'autorisation de retourner dans cette pièce dans laquelle était Bob, et avec une caméra thermique en se mettant juste devant les deux blocs, on pourrait voir qu'il y a une rampe à l'intérieur. J'ai le feu vert pour aller là. On a la preuve que la rampe intérieure, elle est là. Ici, comme tout porte à le croire, Jean-Pierre a raison, cette découverte aura un immense retentissement. La fin du mystère ne tient plus désormais qu'à une seule autorisation. Une autorisation longue à obtenir, car les autorités égyptiennes sont d'une prudence à toute épreuve. Mais quelques mois ou quelques années de plus à attendre n'effraie pas notre architecte. Cela fait déjà 10 ans qu'il travaille sur le sujet. Quand on s'attaque aux pyramides, la notion du temps devient toute relative. En attendant le grand jour et l'ultime validation sur place, il a décidé de présenter au monde sa théorie. La nouvelle a déjà fait le tour de la planète. Un arquitecto francés cree haber descubierto la respuesta a una viejísima. And now a French architect claims to have finally unlocked the secret. La missione del noto architetto francese Jean-Pierre Houdin è stata quella di provare a risolvere l'enigma che si cela nel muro della piramide di Chéops. L'enquête de Jean-Pierre Houdin est terminée. Mais l'histoire reste ouverte. Notre architecte se rend sur la tombe de son prédécesseur, Émionou, qui a construit la pyramide de Khéops il y a 4500 ans. Il vient rendre un dernier hommage au génie incroyable de ses bâtisseurs avant de pouvoir un jour gravir la pyramide en marchant dans cette rampe interne.